Ça va bien, plaisir évidemment d'être à Québec. D'abord, je veux remercier le général Harvey qui commande évidemment l'ensemble des troupes ici, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler la dernière fois qu'on s'est vu, mais en général, c'était durant les inondations, où vous avez aidé les Canadiens et Canadiennes. Vous avez été déployés dans plusieurs régions du Québec, dont la Mauricie, centre du Québec, quand on s'est vu. Merci aussi à l'adjudant-chef Tremblay qui est toujours avec nous quand on rencontre les troupes, quand on visite les membres des Forces armées canadiennes. Plaisir d'être à Québec. On a commencé à Montréal, vous savez, après la présentation du budget. Et là, c'est un retour aux sources ici à Valcartier. Vous savez, j'ai passé mes étés à Valcartier comme cadet. Donc, pour moi, de revenir visiter un peu, même les cuisines, n'ont pas changé, hein, mon général. Ça ressemble pas mal à quand j'étais là, quand j'étais jeune. Mais d'être avec tout le monde, c'est un grand plaisir. Vous savez, les hommes et les femmes qui servent dans les Forces armées canadiennes font la fierté des Canadiens. J'étais à Calgary plus tôt cette semaine pour la commémoration, évidemment, du Jour du souvenir. Et partout où on voit à travers le pays, sur chacune des bases, chacun des régiments, on voit beaucoup de fierté des hommes et des femmes qui sont fiers. Ici, on a même des gens du 22e régiment puis du 12e régiment blindé du Canada qui seront déployés en Lettonie avec notre compagnie qui est là-bas, vous savez, dans la grande opération qu'on a avec 2000 militaires qui sont déployés en Lettonie. Alors, la visite d'aujourd'hui, c'était vraiment pour souligner d'abord le travail des hommes et des femmes qui servent en uniforme, leur assurer notre soutien constant, le premier ministre et moi, le ministre McGuinty, ministre de la Défense, et troisièmement, d'écouter un peu leurs enjeux. Vous savez, on a décidé dans le budget fédéral, le dernier budget, un des 4 piliers qu'on a mis de l'avant, c'était évidemment d'investir dans les Forces armées canadiennes pour avoir l'équipement, pour avoir les moyens de nos ambitions, je dirais. Vous savez, ce qu'on remarque des soldats canadiens, et ça je l'ai entendu souvent dans différentes opérations, c'est l'ingéniosité, c'est le courage, c'est le dévouement. Nos soldats canadiens sont prêts à faire face à toutes sortes de situations. Les Canadiens ont compris que le monde est en plein changement. On a des enjeux, évidemment, de la défense dans le Nord, dans l'Arctique, mais aussi le Canada fait partie des grandes opérations, autant du côté de la Lettonie avec nos partenaires de l'OTAN, autant au Moyen-Orient. Alors, c'est important aujourd'hui de prendre un moment pour souligner d'abord, comme je vous dis, regarder un peu ce qui se passe dans le monde. La situation géopolitique a changé beaucoup. Je pense que les gens à la maison le comprennent. Deuxièmement, nous, on a choisi évidemment de faire les investissements nécessaires pour rencontrer nos objectifs de l'OTAN. Le Canada doit faire sa part. Dans un monde plus incertain, je pense que les gens qui nous écoutent à la maison ont compris que c'est important d'assurer la souveraineté, la protection du Canada. Un grand pays qui a besoin, évidemment, d'équipements autant au niveau naval, au niveau aérien, puis au niveau des forces terrestres. Ici, on est à Valcartier avec des régiments qui font l'honneur des forces canadiennes, autant le 22e régiment que le 12e régiment blindé du Canada, que les autres font partie de ces forces-là qui sont essentielles. Alors, ce matin, ce que j'ai entendu de nos militaires, c'était « Monsieur le ministre, on a besoin d'équipement, on a besoin de votre soutien. » Plusieurs ont mentionné aussi le fait qu'on avait augmenté aussi les salaires. Ce n'est pas passé inaperçu pour nos militaires. On est en plein recrutement. On parlait avec la générale de cette nouvelle génération-là d'hommes et femmes qui veulent servir dans les Forces armées canadiennes. Comment on peut les encourager, comment on peut développer des métiers, comment on peut utiliser aussi les dépenses militaires comme étant un moteur économique au pays. Vous savez, on fera des investissements qui sont générationnels en matière de défense, mais on doit aussi voir comment on peut utiliser ces sommes-là pour favoriser l'industrie canadienne, pour développer la recherche et le développement dans des secteurs pointes. On parle, par exemple, de l'intelligence artificielle, le quantique, tout ce qui est cybersécurité. On parlait même de drones ce matin. Alors, vraiment, ce matin, c'était vraiment une mission, à mon cas, d'écouter, de comprendre et d'appui, certainement, aux membres des Forces canadiennes. Je pense que quand on est avec eux sur le terrain, parce que là, vous nous voyez, Général et moi, avec évidemment l'adjudant-chef puis Steve, on est habillés comme ça, mais croyez-moi qu'on était dans le réel un peu plus tôt aujourd'hui avec eux, vraiment sur le terrain, comprendre les équipements et les besoins. Alors, content d'être ici à Québec, c'est un peu la dernière semaine, la dernière partie de la deuxième semaine du budget, mais c'était une journée importante pour moi de souligner, autant on a parlé qu'on doit investir en infrastructure, autant on a parlé qu'on doit investir dans le logement, autant on a parlé qu'on devait investir dans la productivité et la compétitivité. Un des grands piliers qu'on a dit, c'est évidemment nos investissements en matière de défense. Et ceux qui sont en mesure de nous guider là-dedans, c'est les hommes et les femmes qui sont là sur le terrain. Ceux que vous voyez derrière moi,
ceux qui, à tous les jours, utilisent ces équipements-là, ceux qui nous disent exactement ce qui est. Ce matin, je vous dirais, c'était sans filtre. Pardon, c'était vraiment sans filtre. Les militaires qui étaient là ont été à cœur ouvert en me disant ce qui va bien, ce qui peut être amélioré. Puis c'était vraiment ça le but. Alors, on repart avec ça à Ottawa pour justement s'assurer que l'équipement qu'on va mettre à leur disposition, les investissements qu'on va faire au nom des Canadiens, va répondre à leurs besoins. Alors là-dessus, c'est un grand plaisir. Maybe just a few words in English. Great to be here at CFB Valcartier with the 22nd Regiment, the 12 RBC, 2 units of our Canadian Armed Forces that are key. A number of them have been deployed in Latvia. I've seen some of them in Latvia when I visited our troops a few years ago. Was very important for me to be here this morning, look at the, listen to them, understand the equipment they need, and certainly see the kind of investments that are needed in order to have the best possible force. Everyone in NATO would recognize that our forces are among the very best. What we need to do now is to give them the means of our ambition. I want to thank General Harvey, which is doing an amazing job. I've been working with her on a number of fronts. I'm glad that she's commanding the troops here. And I would say with that, we're finishing the second week of the pre-budget tour, and you'll remember that one of the 4 pillars was the significant reinvestment, $82 billion over 5 years on a cash basis for the armed forces. So significant. The troops were happy to remind me, obviously, the salary increase. It's always welcome. They deserve it. They work hard. They are courageous. They defend our sovereignty. And now we were talking about equipment and the kind of things they would need for the future. So with that, I'll leave it there, but it's always a pleasure to see you, and particularly to be back where I started my youth, and just in the field around here, spend my summer. Good to be back. Moi, je vous dirais, j'ai confiance, vous savez, parce que dans le budget fédéral qu'on a présenté, les gens s'y retrouvent. Moi, ça fait une semaine que je sillonne le pays. Écoutez, j'ai été à Calgary, Vancouver, Toronto, Québec aujourd'hui, et je peux vous dire que les gens, c'est un budget qui résonne, c'est un budget que les gens comprennent d'investissement, c'est un budget qui, moi, je dirais, qui répond aux besoins des Canadiens et Canadiennes. Les gens nous ont dit une chose, c'est l'abordabilité. Les gens ont besoin d'un coup de main pour la fin de la semaine, la fin du mois, ce qui était la baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens, l'aide pour l'achat d'une première maison. Mais en même temps, les gens comprennent qu'on a besoin d'investir. On a besoin d'investir dans le logement, qui est clé pour la question de l'abordabilité. Besoin d'investir en infrastructure si on veut se donner les corridors dont on a besoin pour faire des exportations. On a besoin d'investir en productivité et compétitivité pour faire de l'économie canadienne une économie en pleine croissance et plus compétitive, mais aussi on a besoin, on est ici aujourd'hui à la base militaire de Valcartier à Québec, d'investir dans notre souveraineté. Et ça, je pense que les gens à la maison l'auront compris. Et je pense que pour les partis d'opposition, vous savez, quand on dit qu'on va investir dans des infrastructures de santé pour aider à réparer nos hôpitaux, nos cliniques, quand on dit qu'on va bâtir du logement abordable, quand on dit que, par exemple, on va faire l'expansion du port de Montréal ou le port de Saguenay, quand on dit qu'on va investir pour donner l'équipement dont les hommes et les femmes que vous voyez autour de moi ont besoin pour défendre le Canada dans l'Arctique, pour faire la mission en Lettonie. Moi, je pense qu'il y a des gens qui, certainement mes collègues de l'opposition, c'est le temps de mettre la politique partisane de côté et d'être à la hauteur du moment. Je pense que quand vous regardez les yeux de ces gens-là ici qui nous disent, écoutez, donnez-nous les moyens de nos ambitions, vous nous demandez de défendre le Canada, on est prêt à le faire, on est courageux, courageuse, mais on a besoin de l'équipement, évidemment, pour faire ça. Alors, je vous dirais que les partis d'opposition, je suis convaincu que pendant ce week-end, il y en a plusieurs qui vont se poser des questions parce qu'à la fin, ils devront regarder leurs commettants dans les yeux et leur expliquer comment ils ne seraient pas prêts à supporter les investissements qu'on fait, qui sont importants pour, dans un cas, comme je vous disais, défendre la souveraineté du pays, mais en même temps pour bâtir du logement ou d'un autre côté, par exemple, pour aider les provinces. Vous savez, on est au Québec. Le gouvernement du Québec m'a demandé de façon spécifique, Monsieur le ministre, aidez-nous à investir en infrastructures municipales, aidez-nous avec les égouts, aidez-nous avec les aqueducs, aidez-nous à pouvoir réparer les hôpitaux et les cliniques. On répond présent, on fait notre part. Alors, je vous dirais, c'est pas tellement à moi que vous posez cette question-là, mais c'est plutôt à eux. Mais je peux vous dire qu'il y a une chose que j'ai appris en politique depuis 10 ans, prendre le pouls des Canadiens et Canadiennes, c'est une bonne chose. Je peux vous dire que le pouls des Canadiens, il n'y a personne qui va aller en élection en décembre. Les gens disent, il faut avancer, il faut être à la hauteur du moment. Il faut certainement faire les choses
que les citoyens s'attendent de nous, des investissements, puis en même temps d'être rigoureux dans nos dépenses. Yeah, well, listen, I think it's pretty clear that, I've been crisscrossing the nation. I was in Calgary for Remembrance Day. I was in Vancouver. I was in Toronto. This morning, we're in Quebec City. The mood of Canadians is very clear. Canadians understand, they've seen themselves in this budget. They understand that we need to invest in infrastructure. They understand we need to invest in productivity, competitiveness. They understand that we need to invest in housing. But we also need to invest in our armed forces. So I would think that there's a number of colleagues across the aisle that must be doing a bit of soul searching, because how would you be able to explain to people in the street that you would not be supporting investments, for example, to build more capacity when it comes to health infrastructure? We know that we have a number of hospitals and clinics around the country. And this is a specific request from the provinces to give them a hand when it comes to health infrastructure. When you say we need more affordable housing, I think this is something you see across the nation, from Calgary to Vancouver, where I was, in Toronto, or even in Quebec, even in rural Quebec. At the same time, when you talk to the armed forces, I think what my colleagues would have to ask themselves, would you not support our troops, which needs the equipment to defend our sovereignty? They're courageous, they're brave, they're standing up for our country, but they deserve that we as parliamentarians be there for them. And I think this budget speaks to Canadians. I've been crisscrossing, and you know me by now. People stop me in the street, at the airport, and I think people understand that we need to meet the moment. This is not a time for political games. This is not a time for posturing. This is a time to fight for Canada. Fight together, meet the moment, elevate yourself above politics. Serve the nation, serve your constituent, be there for the men and women who put the uniform every day, the first responders, the police force across the nation. And I think we've answered the call of Canadians to present a budget that would make strategic investments to grow the economy, protect our communities, and give the means to our armed forces. So, like I said, I think there must be a number of colleagues who will do a bit of soul searching over the weekend. Écoutez, moi, je ne sens pas ça. Là. Je vous invite à passer une journée avec moi. Là. Vous allez voir, je n'ai pas besoin de sondage. Là. Moi, le monde m'arrête sur la rue. Autant à Québec, vous savez, on était à l'aéroport ce matin, on était à Toronto plus tôt ce matin. Les gens, moi, me disent, Monsieur le ministre, on comprend ce qu'on a besoin de faire, on comprend ce que vous faites, on comprend que c'est un moment critique, on comprend qu'il y a du vent de face. Hein? Ce n'est pas unique au Canada. Nous aussi, on n'est pas épargnés par ça. On comprend que le monde a changé en quelques mois. La rapidité, l'ampleur, l'échelle des changements est sans précédent. Il y en a qui retournent à 1945, il y en a qui vous diraient que c'est depuis la chute du mur de Berlin, mais c'est clair que si vous regardez les changements géopolitiques et les changements technologiques, c'est beaucoup en même temps. Vous écoutez des institutions comme le Fonds monétaire international qui dit qu'il y a vraiment 2 pays au monde qui se distinguent, pas 5, pas 10, 2, l'Allemagne et le Canada qui ont la capacité fiscale de le faire pour, évidemment, être capable d'investir. Ensuite de ça, on dit les pays qui investissent doivent investir dans des secteurs stratégiques comme l'infrastructure, le logement, la productivité. C'est exactement ce qu'on fait. Puis en même temps, je pense que les Canadiens respectent ce qu'on a fait parce que les Canadiens serrent la ceinture depuis longtemps. Et ils nous ont envoyé un message de faites donc la même chose à Ottawa. Alors, quand on a identifié 60 milliards d'épargne, je pense que ça parle aux gens. Les gens disent, je comprends qu'il faut investir, mais serrez-vous la ceinture, c'est ce qu'on a fait. Donc, moi, quand je parle aux gens, puis Steve est avec moi ici à Québec, puis je peux lui passer la parole, je peux vous dire que le son de cloche, vous savez, il y a des sondages, puis il y a le son de cloche. Le son de cloche, c'est quand vous marchez ici à Québec, là, sur la rue, comme moi, vous pouvez venir avec moi après, vous allez voir que le son de cloche des gens, il est assez clair. Là. Les gens disent, écoutez, on comprend, là, c'est un moment particulier, il faut faire ces investissements-là. Oui, il y a du vent de face. Tu sais, quand j'ai regardé le déficit, j'ai dit 75 %, c'était pour 2 choses. Défendre la souveraineté, répondre aux tarifs, puis l'autre, c'était l'abordabilité. Les gens nous ont demandé de dire, écoutez, aidez-nous pour la fin de la semaine et la fin du mois. Là. Ça, c'est aujourd'hui, c'est la baisse d'impôts. Puis en même temps, mettez-nous sur une trajectoire de croissance. Comme ça, on va avoir des infrastructures dont on a besoin quand on parle du port de Saguenay, le port de Montréal, investir dans des infrastructures de santé,
investir dans le logement abordable, parce que ça, c'est le début de la pyramide de l'abordabilité, c'est le logement. Puis en même temps, écoutez, je suis avec nos troupes. À un moment donné, les gens comprennent aussi que dans un monde comme celui-là, les gens regardent la télévision, ils voient ce qui se passe dans le monde, la géopolitique a changé. On a besoin de défendre le Nord, on a besoin d'être présent avec nos alliés de l'OTAN. Ces gens-là qui sont derrière moi le font. Hein? Ils mettent leur uniforme puis ils vont défendre les valeurs canadiennes. Alors moi, je me dis là-dessus, puis vous regarderez même, l'ancien directeur parlementaire du budget a fait une analyse du budget fédéral de 2025 qui disait autant au niveau de la stratégie, autant au niveau de la transparence que de l'aspect fiscal, c'est-à-dire au niveau de comment notre plan est soutenable au niveau fiscal. Il a regardé tout ça puis il dit écoutez, ça a bien de l'allure. Tu sais, ça passe la marque d'un directeur parlementaire du budget, donne une note enviable, je dirais, au Canada dans un contexte d'incertitude. Donc, quand vous avez le Fonds monétaire international, le directeur parlementaire du budget qui vous donne une note comme ça dans un monde incertain, moi, je pense que ça donne confiance aux gens qui nous écoutent à la maison. Mais je sais que Steve est de Québec, il y a certainement des choses à ajouter là-dessus. Merci, François-Philippe. Écoutez, effectivement, on fait du terrain. Aujourd'hui, je n'ai pas mes collègues avec moi, Joël et Jean-Yves. Mais je peux vous dire qu'à Québec, depuis qu'on est là cette semaine, les gens sont très favorables au budget. Parce que quand on regarde ici, on est à la base Valcartier aujourd'hui pour l'armée, enfin, comme on dit, ils ont de l'amour. On a besoin, non seulement au niveau des équipements, mais on a besoin d'améliorer les conditions pour qu'ils restent longtemps, ces gens-là. Qu'ils ne partent pas au bout de 2-3 ans, on veut les garder longtemps. Et après ça, on regarde dans le budget, on a le logement. J'avais une annonce hier, le logement, avec le provincial, le municipal, comment les gens étaient contents pour des logements abordables. On parlait de coûts de logement vraiment abordables et les gens disaient « OK, on coche là ». Alors, on parle de la baisse d'impôts, on coche encore 22 millions de Canadiens. On regarde pour les achats de première maison, j'en ai beaucoup, moi, dans Beauport-Limoilou, pour une première maison. On coche encore là en éliminant TPS. Alors, quand on fait le tour de tout ce qu'on coche, à la fin, les gens, qu'importe leurs besoins, leur opinion, ce qu'on sent, c'est qu'ils s'y retrouvent. Alors, on est très confiants avec le budget qu'on est là. On est très fiers et c'est ce qu'on fait de prêcher la bonne parole cette semaine pendant qu'on n'est pas en chambre. Alors, on va continuer de le faire et on sent vraiment que les gens sortent derrière nous. Ils ne veulent pas d'élection, mais ils veulent qu'on le mette en œuvre à partir de maintenant. Merci. Oui. Bien, d'abord, merci de votre question. Vous savez, je suis en contact avec M. Legault régulièrement. On se parle toujours parce qu'on a une belle entente, une belle communication parce que c'est important. Les enjeux du Québec, on est là pour les représenter à Ottawa. Moi, ce que je disais à M. Legault, c'est que, puis c'est bien que vous me posez cette question-là parce que, évidemment, dans le budget fédéral, le dernier budget, vous avez vu des investissements importants en matière militaire. Et là, l'idée, c'est comment on peut en faire bénéficier les entreprises de chez nous. Hein, on parlait, par exemple, le premier ministre m'a mentionné la Davie, évidemment. Il y a d'autres PME, évidemment, de la grande région de Québec qui peuvent se retrouver. Moi, j'ai dit, vous savez, dans différentes plateformes, j'ai dit, je pense que toutes les entreprises de chez nous devraient avoir une stratégie défense. Si vous regardez ce que le Canada va investir au cours des prochaines années en matière de défense, c'est significatif. Mais si vous prenez les pays du G7 ensemble, là, vous êtes à 4-5 trillions de dollars qui vont être investis en matière de défense. Donc, c'est très significatif. Et là, vous savez, au Canada, on a la chance parce qu'on a une industrie aérospatiale, on sait construire des navires, on a aussi une base industrielle dans le domaine de l'automobile qui peut servir éventuellement dans des véhicules militaires. Alors, on a les minéraux critiques. Moi, quand je regarde le Canada, tu sais, je commence sur d'abord, on a des talents. Regardez les hommes et les femmes derrière moi, là, sont là, là. Ça, c'est des gens talentueux. Puis ce midi, j'étais avec la générale, on a même rencontré un jeune que j'ai voulu recruter, mais la générale me dit, Monsieur le ministre, là, vous êtes là pour dîner, pas pour recruter. On a déjà en recrutement. Mais ça vous donne une idée, là. On a des gens brillants qui sont ici, qui veulent s'engager. On a une base industrielle solide. On a des minéraux critiques, et ça, c'est essentiel. Moi, je parlais avec mes collègues de l'OTAN, avec les différents intervenants, dont les ministres des Finances, mais aussi les généraux, quand on était récemment en Europe. Évidemment, le Canada peut se positionner comme étant un partenaire stable, prévisible et le partenaire de choix en minéraux critiques. On a de l'énergie, on est d'accord de libre-échange avec tout le monde. Fait que je pense que ma discussion avec M. Legault, c'était compte tenu de cette base-là qu'on a, qui est forte au Québec, comment on peut en faire bénéficier les travailleurs et les travailleuses, parce que les gens qui nous écoutent à la maison sont aussi, j'allais dire, intéressés par ça. Comment on peut développer une industrie de défense au Québec? Je pense à Marmen qui peut faire
qui nous a parlé de faire potentiellement de la soudure de sous-marins. On a parlé des vies déjà évidemment dans la question des brise-glaces. Il y a d'autres entreprises, des gens parlaient des entreprises de la grande région de Québec qui sont en train de regarder, puis Steve était directeur de la Chambre de commerce, donc le sait très bien, des entreprises qui disent, bien, nous aussi, on pourrait contribuer à cet effort-là de défense. Alors, moi, je veux, puis on l'apprend aussi de nos voisins du Sud. Vous savez, ça fait des années que notre voisin du Sud utilise les investissements en défense comme étant des moteurs, un moteur économique en recherche et développement, un moteur économique en innovation, un moteur économique aussi pour donner des contrôles aux industries locales. Puis ça revient aussi à notre idée de dire on va être nos meilleurs clients. On va commencer par acheter chez nous, évidemment, ce qu'on peut acheter chez nous pour favoriser l'industrie canadienne. Puis c'est pour ça que moi, je vois que le Québec est en train de se positionner de façon judicieuse dans cette nouvelle industrie-là, qu'on a peut-être moins développée au Québec qu'avant, mais cette industrie-là de la défense qui va avoir un rôle clé à jouer pour les prochaines années. Bien, il y a déjà, écoutez, 80 milliards, c'est déjà significatif. Si vous avez vu la contribution dans le budget fédéral, on parle de 80 milliards sur 5 ans en matière de défense. Évidemment, c'est ventilé avec différentes choses, dont l'augmentation du salaire de nos militaires, mais il y a aussi des équipements. Il y a différentes choses qu'on est en train de voir avec nos militaires, mais ce que ça envoie comme message, c'est qu'il y a quand même là un levier économique important pour le Québec et les industries. Vous savez, le Québec, dans l'aérospatial, prenez Bombardier, vous avez peut-être vu les nouvelles récemment, ce qu'on appelle le Global Eye, qui est en train d'être regardé par différents pays de l'OTAN, qui est un avion, une coopération entre Saab et Bombardier. Donc, Suède-Canada, vous savez qu'on reçoit des délégations assez souvent de partenaires comme ça. Puis moi, quand j'étais avec les ministres des Finances de l'Europe, récemment, on se disait comment le Canada peut jouer un rôle clé avec les pays nordiques, entre autres, en matière de défense, en matière d'achat militaire, parce que je pense qu'il y a quelque chose là qu'on peut développer ensemble. M. Legault, vous autres, on parler du financement. Pas récemment. Mais j'ai été quand même occupé. Ces jours-ci. Vous savez, il y avait un budget fédéral, fait que ça m'a tenu un peu occupé. Est-ce que le fédéral sera là à hauteur de 40 pour le financement du tramway? Ah, moi, ce que je peux vous dire, parce que là, vous me ramenez dans mes vieux souliers de ministre de l'Infrastructure. Ça a commencé, c'était le maire Labaume à l'époque, fait que ça date pas d'hier, j'avais des cheveux blancs, là. Ça a commencé dans le temps avec, que je salue, il doit nous écouter, parce que je sais qu'il regarde la télé souvent, M. Labaume. Mais ça a commencé là. Fait que moi, j'étais là dans la première discussion, la première journée du premier jour. Fait que vous comprendrez que je connais un peu ce dossier-là. Évidemment, l'évolution de ce dossier-là a pris différents chapitres depuis le premier jour où on s'est rencontrés. C'était même M. Dubé qui était au Conseil du Trésor à l'époque. Vous voyez, ça retourne loin. Puis là, bien évidemment, on a toujours dit qu'on était prêt à faire notre part. Pour la question des pourcentages, je vais laisser probablement mon collègue ministre de l'Infrastructure vous en dire plus. Mais l'idée derrière ça, avec... on a toujours été là avec M. Duclos aussi, des premiers jours. Là. Moi, je me rappelle de la première réunion le premier jour. Mais là, ensuite de ça, on verra. Il y a eu différentes itérations de ce projet-là là, pour Québec. Mais je pense que dans le dernier budget fédéral, vous avez vu qu'on était là pour le transport public. Dans le fonds qu'on a mis de 51 milliards pour les infrastructures, il y a un volet pour les infrastructures de transport en commun. Donc, on est toujours prêt à discuter avec nos amis à Québec. La crise dans les médias, vous avez vu l'annonce Oui. du Québécois. Je pense qu'il est convenu qu'il n'y a pas d'aide du fédéral additionnel pour le privé. Bien, il y a quand même des mesures, je vous invite à regarder dans le budget, il y a différentes mesures qu'on a mises justement, parce qu'on est conscient. La première chose qu'il faut se dire, je veux remercier d'abord tous ceux qui sont dans les médias, dans le journalisme. Vous savez, une démocratie saine, c'est une démocratie où on a une place importante pour les médias. Alors, le premier mot que j'ai à dire, c'est de vous remercier à vous, vos collègues. Pensez aussi pour vos collègues de TVA qui ont eu une mauvaise nouvelle dans les derniers jours. J'en connais plusieurs comme vous. C'est clair qu'il y a une transformation importante au niveau des médias. Hein. On a vu au cours des dernières années, ça va vite, puis ça touche clairement le Québec comme le reste du pays. Il y a des mesures spécifiques dans le budget qu'on a mis, mais il y a aussi des mesures additionnelles que j'ai demandé à mes fonctionnaires d'explorer. Il y a eu quelques suggestions qui ont été faites sur certains crédits d'impôt qui étaient disponibles. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va suivre de près. J'ai l'intention de suivre de près parce que c'est fort important le travail que vous faites pour informer les populations, pour partager aussi avec les citoyens
ce qui se passe non seulement chez nous, mais à travers le pays, à travers le monde. Alors, clair que oui, on a fait une partie dans le budget, clair qu'on est en train de regarder cette situation-là de près et certainement toujours ouvert à discuter avec l'industrie comment on peut s'assurer d'avoir des médias qui sont présents, hein, parce qu'on a un grand territoire, aussi en région, c'est important, pour avoir des nouvelles régionales, mais c'est clair qu'on va se pencher sur cette question-là. Je veux juste revenir rapidement sur votre réponse ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques pour la base militaire de Valcartier, ce dont vous avez discuté ce matin? Quels sont spécifiquement les besoins? Ah, il y en a, mais là, si j'allais dans le détail, je vais faire sourire certains des collègues derrière. Il y a des choses qui m'ont dit que je vais garder pour moi, vous comprendrez aujourd'hui, mais j'ai une charge, j'ai un cahier de charge, comme on dirait. Je pense que j'ai entendu haut et fort la voix. Puis vous savez pourquoi je suis venu ici? Puis, en général, c'est pas la première fois qu'elle me voit, puis vous savez, moi, je tends à aller vers... on n'a pas eu des réunions seulement dans les bureaux, là. On est allé sur le terrain avec des gens qui font le travail sur le terrain. Et je veux remercier d'abord toute la hiérarchie militaire parce qu'ils m'ont vraiment permis d'aller vers les soldats, vers les caporaux, vers les sergents, les adjudants qui sont là pour vraiment comprendre l'équipement, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ça fait partie de cette pensée-là qu'on a dit, c'est bien, mais ça peut être mieux. Hein, on est vraiment dans cette amélioration continue-là. Si on investit des sommes importantes en matière de défense, je vous dis, il n'y a rien comme prendre le pouls de salir les bottes, d'aller pas dans la salle de réunion, mais d'aller, comme on dit ici, dans le champ, avec ceux qui utilisent les équipements, leur demander qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'ils utilisent le plus, qu'est-ce qu'ils utilisent moins. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, j'ai fait bien des choses cette semaine, mais je peux vous dire que mon vendredi à la base militaire de Valcartier, c'était quelque chose que j'avais hâte de faire avec Steve, parce que, comme je vous dis, j'ai fait... Alors, il y a des choses qui ont changé, mais il y a des choses qu'on doit améliorer, c'est certain. Essentiel. Oui, il y a eu une étude qui disait si vous prenez le fleuve Saint-Laurent, bien, si on prend le corridor du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac, je pense que le coût à l'époque était autour de 4 milliards de dollars et ça a permis 1000 milliards de dollars de commerce depuis. Alors, vous voyez l'importance d'investir en infrastructure. Quand on dit ça, c'est pour les prochaines générations aussi, parce que les investissements qu'on va faire aujourd'hui vont servir. Tu sais, si vous regardez le corridor du Saint-Laurent qui nous amène au Grand Lac, ça a été un axe de commerce essentiel pour le développement de toute cette partie-là du Canada. Alors, c'est un peu la même idée quand on fait ça avec le port Saguenay, quand on regarde l'expansion du port de Montréal. Je sais qu'il y a des projets aussi au port de Québec. Steve peut peut-être en parler, mais quand on investit en infrastructure, on investit dans notre avenir. C'est un peu ça, parce que ceux qui ont fait ce qu'on appelle à l'époque ce grand corridor-là du Saint-Laurent, peut-être que les gens à l'époque se disaient « mais qu'est-ce qui va arriver? » Puis vous regardez des décennies plus tard, vous avez 1 trillion de marchandises qui a transité là. C'est ça l'importance d'investir en infrastructure, c'est qu'on se donne les moyens de nos ambitions pour cette génération-là, mais pour les prochaines générations. Puis ça donne bien parce que, aussi, je me permets de dire, parce que dans nos investissements militaires, quand on va faire des investissements dans l'Arctique, quand on va faire des investissements dans le Nord, on va s'assurer que ce soit des investissements qu'on appelle qui peuvent avoir une utilisation et militaire et civile. Quand vous parlez des ports, des aéroports, des pistes d'atterrissage, évidemment, ça va aider les communautés du Nord, dont le Nord du Québec, parce que si on va bâtir pour avoir une présence plus importante militaire dans le Nord, bien, imaginez ce que ça peut amener, par exemple, pour les communautés, par exemple, des cliniques de santé, des aéroports, des ports, des pistes d'atterrissage. Ça va être vous savez, ce budget-là, ces investissements-là, c'est vraiment un investissement pour le Nord. On va vraiment développer nos capacités dans le Nord, développer nos communautés dans le Nord, puis se donner vraiment les infrastructures qu'on avait besoin pour être capable de défendre notre souveraineté, mais en même temps d'aider les communautés qui sont dans ces régions-là du pays. Je ne sais pas si tu veux parler du port. Oui, je peux. Vas-y. Merci. Effectivement, c'est le corridor Saint-Laurent, les Grands Lacs. Souvent, on dit que c'est un corridor mature au niveau commercial, mais comme le dit François-Philippe, 4 milliards pour 1000 milliards, mais aujourd'hui, il y a besoin d'investissement. On a besoin d'investissement. J'étais au port de Québec hier avec le ministre des Transports, puis le but, c'est de regarder les investissements qu'il y a à faire, parce qu'on parle de centaines de mètres déjà au port qui sont fermés, qui ne sont plus utilisés. Et si on regarde de reconstruire les mêmes installations, ça coûterait une fortune aujourd'hui. Alors, on en a des installations présentement. Il faut les rénover pour rester compétitifs. Et on regarde pour doubler nos exportations d'ici 10 ans. Ça va passer par des installations portuaires. Et on les a présentement,
Mais comme je disais tantôt, ils ont manqué d'amour. Là, il faut leur redonner de l'amour, leur donner du temps, de l'argent pour rester compétitifs et se donner les moyens de leurs ambitions si on veut justement doubler nos exportations à l'extérieur. Ça va passer par les corridors maritimes. Alors oui, ça fait partie de la stratégie nationale. De part, on disait, par contre, qu'il y a à peu près le quart des quais là, qui estiment qu'ils doivent être reconstruits. Pour vous, on parle pas de reconstruction, si on parle bien. Vous voulez seulement rénover les ports qui peuvent l'être? Le port a déposé un plan qui va être analysé au cours des prochaines semaines. Il y a des reconstructions, il y a des rénovations. Il n'y a pas un qui est fait dans le même matériel. Il y en a un qui est fait en béton, il y en a qui est fait en bois, et on va se fier sur eux, sur ce qui est bon à faire. Alors, on vient d'avoir le plan. Il va être analysé au courant des prochains mois pour dire qu'est-ce qui va être fait, comment on va pouvoir aider. Mais c'est sûr que le port de Québec, comme on a parlé de Contrecoeur, au Saguenay, ça fait partie de la stratégie. Alors, on va voir dans les prochaines années, parce que sur plusieurs années, comment on est capable d'aider le port de Québec, mais les autres ports à la grandeur du Canada. Mr. Champagne, if I could Sure. switch to English. Sure. And then I'll probably have to go because they're very patient, but I know they're deploying to Latvia, so I don't want to delay the deployment, guys. By the way, there's a few people behind there as well for those who are watching at home, so they're keen to deploy. So I'll take your question, obviously. You told a room of business leaders yesterday that multilateral agreements aren't popular anymore. Do you believe that CUSMA is in jeopardy? Well, that's not in the same. It's not in the same category. You know, CUSMA is a regional agreement between Canada, the United States, and Mexico. What I was referring is the type of agreement where you see multilateral agreements, like you had the golden age, I would say, of multilateral agreement, at least is probably behind us for the time being. So that's why I'm saying Canada in that context stands out. My point when I was talking to the business community in Toronto was to say, Canada is lucky. Canada is the only G7 country which has a free trade agreement with all the other G7 nations. So in that context, what I was saying is that we are ahead of the pack. And we're going to stay there because by the time the others are catching up, it's going to take quite some time because we already have these key agreements. One with Europe, which is 500 million consumers. We have the North American Free Trade Agreement with our American friends and Mexican friends. But we also have the CPTPP on the Asia Pacific. And if you want to use the analogy of hockey, we're going where the puck is. Because people would say demography is destiny. So for us having an agreement with Europe, one with Asia Pacific and one with the United States and Mexico, puts us in the best possible place when it comes to trade agreement. So my comment was to say, if you compare where we are compared to other G7 nations, we're ahead of the pack. And that's where we want to stay because now we have access to these key markets. I mean, Canada has preferential market access to about 1.5 billion consumers on a preferential basis. This is why we say with confidence that we can obviously double our export overseas because we have all these trade agreements. What we need to do now is to make sure that we use them and increase our exports either to Europe, Japan, Malaysia, Vietnam. We have a unique opportunity. So my message to the business community yesterday in Toronto was to say, take advantage of what we have. We're the only country which has that. And therefore, and I think it's going to take quite some time for others to catch up to the position of Canada. Obviously, we're going to be discussing with others about multilateral agreement. There's some regional agreements that are being discussed with Mercosur and other. But what I meant is, in terms of multilateral agreement, I think it's going to take quite some time before you see or countries can catch up to what Canada has been able to achieve. And do you believe that the Trump administration wants a bilateral agreement rather than CUSMA? Listen, I won't speak for the U.S. administration, obviously. For us, what matters is to get the best possible deal for Canadians, to make sure that we keep these auto plants in Canada, to make sure that we fight for our steel workers, to make sure that we are here for the aluminum industry, that we protect our lumber industry, we fight to open new markets for canola farmers in Western Canada. My job is to fight for Canada, just like these folks. They put their name, they put their uniform, and they go defend our sovereignty. My job is to go and fight for with the Prime Minister and colleagues, fight for the best possible deal for Canada, expand our markets, build our resilience. But I think Canadians have to understand that this is a time where we need to move from reliance to resilience.
remove the uncertainty to move to prosperity, and build Canada strong. You know, with one Canadian economy becoming our own best customer, we can give ourselves far more than anyone can ever take away from us as a nation. So that's why I'm very confident, and I've been saying to Canadians across the nation, we're going to be fine. We're going to be fine. And, you know, when you spend a day with these men and women in uniform, you understand that Canada is going to be strong, Canada is going to succeed, and Canada has everything that we need to build a very strong nation. With that, merci tout le monde. Bonne journée à vous autres. Merci. Merci tout le monde. Merci, Anne.